Bonjour à tous et bienvenue au Code. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la rediffusion de la première conférence du Sports Lawyers Association du Québec qui s'est déroulée le 14 mars 2024. Notre conférencière, Maître Isabelle Mercier-Dalphond, vice-présidente affaires juridiques et corporatives chez Endeavor, a répondu aux questions de Maître Sandrine Mainville, une médaillée olympique maintenant avocate chez BLG. Cet événement a été l'occasion d'obtenir le point de vue de Maître Mercier-Dalphond sur l'expansion du sportainment à l'international, la consolidation des propriétés sportives et les litiges en droit du sport. Bon visionnement! Salut Isabelle, ça va Salut. bien? Ça va toi? Yes. C'est intéressant parce que comme Patrice l'a mentionné, moi je m'intéresse aux enjeux de droit du sport. En fait, ce que je réalise, c'est que le droit du sport, c'est vraiment diversifié. Tu sais, aujourd'hui, on parle de sportainment. Sportainment, ça se dit bien comme ça? Ouais, tu l'as bien dit, je pense. Fait que moi, c'est comme un des panneaux du droit du sport que je connais peut-être moins. Fait que je suis super intéressée aujourd'hui de te parler parce que j'ai mille et une questions. Je vais commencer avec des questions introductives de base, juste comme pour qu'on se mette dans le bain et qu'on comprenne. Ouais, t'es où, t'ailles de où, c'est quoi Endeavor. Tu peux commencer à me parler, en fait, parce que je comprends que tu as commencé ta pratique à Montréal et éventuellement tu as déménagé à New York pour travailler chez Endeavor. Qu'est-ce qui t'a poussé à premièrement, déménager à New York, mais en plus, commencer à travailler dans une entreprise comme Endeavor? C'est une bonne question. Je veux juste dire merci à tout le monde d'être ici. Puis en lisant ton background, j'ai l'impression que moi, je devrais te poser des questions. Écoute, ça peut être une discussion. Ouais, pas ça, une discussion. Donc, c'est ça, ouais, j'ai travaillé à Montréal après mon bac à l'UDM. Puis, j'ai toujours eu un intérêt pour le droit du sport. Je ne suis pas allée aux Olympiques, mais j'ai toujours été dans le domaine finalement. Puis, après Duke, ça m'a permis de faire le barreau de New York. Puis ensuite, c'est ça, j'ai toujours voulu vivre à New York. C'est un rêve pour moi. Comme je disais à Patrice il n'y a pas longtemps, pour moi, New York, c'est le centre du monde à beaucoup d'égards, là, surtout en sport et en divertissement. Donc, j'ai appliqué, je pense, à 1 million de cabinets là, finalement pour que ça marche avec Winston & Strawn. Il y avait une grande pratique de litige en droit du sport là-bas, donc c'est ça qui m'a intéressée. J'ai commencé à travailler là et puis après 7 ou 8 ans, je suis allée à Endeavor in-house. J'ai suivi un partner là, qui venait de Winston & Strawn qui m'a demandé de le suivre. Puis c'est ça, là, maintenant, ça fait 4 ans que je suis en contentieux à Endeavor. Toujours, c'est ça, là, je touche beaucoup au sport, au divertissement, à la mode. Là, on est dans tous ces domaines-là. OK. Fait que parlons-en de Endeavor parce que, comme je te disais, je suis allée sur le site web de Endeavor parce que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez Endeavor mieux que moi. Mais en gros, qu'est-ce que ça fait, Endeavor? Puis c'est quoi ton rôle, toi, en tant que conseillère juridique? OK. Endeavor, en fait, il y a plein de... La plupart des gens ne savent pas c'est quoi nécessairement. C'est vraiment gros, mais on est souvent behind the scenes, si je peux dire. Donc, et puis, en fait, je vais vous donner du contexte parce que c'est quand même intéressant. Le CEO de Endeavor, il s'appelle Ari Emmanuel. Okay? Puis, quand je vais vous expliquer un peu c'est qui, vous allez plus comprendre le type de compagnie pour laquelle je travaille. Ari était un agent à Hollywood, a fondé sa propre agence, représente comme des acteurs, des écrivains, des éditeurs, tout, dans le domaine là, en entertainment. Puis ensuite, il a grandi son agence au fur et à mesure. Il a fait une fusion avec WME, qui était la plus vieille agence, je pense, de Hollywood. C'est devenu une des plus grandes, sinon la plus grande agence à Hollywood, qui s'appelle WME. Et puis après ça, en 2014, ça a acheté IMG, qui était le leader en sport, représentation d'athlètes, mais aussi en des détentions là, de propriétés sportives. Comme c'était super gros en sport, en tennis, par exemple. Puis en 2016, et puis c'est là que je pense qui est vraiment impressionnant, c'est que Ari, tu vois, comme qui était un agent d'artiste, fait qu'il était toujours dans la représentation de talent, si on veut. Il a vraiment changé son focus pour essayer d'acheter des propriétés, pour avoir le contenu. Parce que sa vision, en fait, c'est que si tu détiens le contenu, c'est toi qui as le pouvoir, finalement. Parce que sinon, si tu représentes des athlètes ou des acteurs, tu dépends un peu toujours des gens qui ont le IP. Là. Fait que la valeur du IP est vraiment, vraiment importante là, dans le domaine et de plus en plus quand... Bon, on va en parler plus tard un peu, là, si la discussion nous amène. Mais donc, il a acheté la UFC. La UFC, c'est complètement différent de Hollywood. C'est la MMA. Je sais pas si vous avez déjà écouté ça. Je sais pas si toi, t'as déjà écouté ça, en fait. C'est un peu différent de la natation. Peut-être par la bande. Bonne commentaire de hockey. Ouais, donc, les Ultimate Fighting Championship, c'est
deux hommes ou femmes dans un octogone qui se battent, qui se battent jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur. Je vais poser une question niaiseuse. Est-ce que c'est ceux qui sont déguisés? Non, ça c'est la lutte. OK. Mais c'est une bonne question parce que... Non, mais j'arrive jamais à faire la distinction entre les deux. Je suis à ce point pas connaisseuse. Ben, c'est une bonne question parce que nous, on a acheté la UFC en 2016 et en 2023, l'année dernière, on a spin-off la UFC pour fusionner avec la WWE, qui est la lutte. Mhm. Donc maintenant, je travaille et avec les gens qui sont costumés et avec la UFC. Donc je suis super dans les sports de combat, c'est vraiment bien. Puis dans la pratique, là, dans ton day-to-day, c'est quoi que tu es appelé à faire là, concrètement? Ouais, donc il y a comme Endeavor est tellement et TKO maintenant, ou la UFC, la WWE, c'est qu'il y a tellement de différentes business avec lesquels je travaille, tellement de différentes personnalités, ils sont un peu on est Endeavor et TKO ensemble, c'est plus de 10 000 employés dans 40 pays. Un chiffre, les deux sont publics sur le New York Stock Exchange. Alors il y a beaucoup de... Un jour, on peut focuser sur le côté valeur mob et l'autre jour, ça peut être une dispute de contrat ou de IP. Beaucoup de problèmes en employment aussi, par exemple. So, ça touche, c'est vraiment très varié. Il n'y a pas une journée qui est pareille que l'autre. Mais ouais, à la base, je fais du litige et de la prévention de litige et puis comme d'essayer de mitiger les risques, en fait. Donc souvent, je suis dans des meetings avec des gens dans notre business, soit que c'est, par exemple, récemment, quand on détient le Madrid Open, qui est un ATP, un tournoi ATP de tennis en Espagne. Et puis, bon, il y a un problème avec une joueuse au tournoi de l'année dernière, par exemple, hypothétiquement parlant. Donc, allô papa? Alors, donc, on m'amène, tu sais, je peux faire une investigation, je peux faire un rapport, je peux essayer de prévenir les risques pour pas que quelque chose se reproduise ou... Bref, c'est vraiment varié. Je n'ai pas très bien répondu à ta question, mais c'est dur à expliquer. Non, mais je comprends que tu dois avoir une multitude de choses à faire, considérant que c'est gigantesque, en fait. Là. Puis là, j'aimerais ça juste revenir un peu en arrière et parler de la fusion entre la WWE et la UFC. On en parlait aussi en pré-entrevue à quel point c'était quelque chose de quand même assez impressionnant là, et qui implique beaucoup de dollars. Ouais. Puis ça s'est passé l'année dernière. L'année dernière. Si tu peux nous en parler un peu, puis nous parler, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'évolution que tu as vue dans la dernière année jusqu'à maintenant? Ouais, donc ça, je pense que du côté d'Endeavor, comme je dis, je crois qu'il y a un focus sur détenir le plus de contenu, donc être capable de produire son contenu, donc avoir dans le sport, par exemple, c'est d'avoir une ligue comme la UFC. Et je pense que la WWE, c'est que moi, j'étais un peu comme toi, je pense que je connaissais pas très bien ça. Mais c'est hyper populaire. Ça remplit des arénas de football, 80 000 personnes pour leurs événements. Ça a une valeur extrême. Fait je pense qu'il y a beaucoup de synergie avec la UFC où tu fais plein de live events à travers le monde à chaque année. Tu produis ton contenu, tu vends les droits médiatiques pour ton contenu à des Disney ESPN ou à des Netflix, à des streamers, maintenant, c'est beaucoup des streamers qui rentrent dans le domaine d'achat de droits médiatiques en sport. Fait qu'on voit, c'est ça, on voit le trend de ce côté-là. Donc, c'était ça, se voir les synergies ensemble, puis après ça, tu négocies les droits pour des sponsors, tu vends tes billets. C'est vraiment des business qui sont... WWE, c'est stagé, puisque c'est du entertainment. UFC, c'est du vrai sport, c'est un vrai combat, mais ensemble, leurs business sont très compatibles. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ben, j'imagine qu'il y a plusieurs choses qui ont changé depuis. La fusion ou pas du tout? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec... Oui, on a spin-off la UFC de Endeavor pour ensuite qu'ils s'emerge pour que ça fusionne avec WWE. Puis ça, c'était valorisé ensemble à 21 milliards de dollars. Donc, quand on est allé... On l'a nommé TKO, très originalement. Puis ça a été aussi une compagnie publique sur le New York Stock Exchange. Puis après ça, pour moi, comme moi maintenant, je travaille dans les deux compagnies en fait. C'est comme si j'étais avocate interne pour deux compagnies publiques. Donc ouais, ça a changé beaucoup les choses pour moi dans un sens charge de travail, mais aussi tout ce que tu fais maintenant, une fois que tu es je sais pas s'il y a des gens en contentieux ici, mais tout ce qu'on fait maintenant, s'il y a un litige ou peut-être il va y avoir un litige ou une grande transaction qui s'annonce et tout, faut toujours penser avec l'aspect, on est une compagnie publique, c'est quoi,
qu'est-ce qui va avoir comme impact en tant que des disclosures qu'on doit faire avec la SEC ou des trucs du genre. Donc, ça change vraiment comment j'approche mon travail. C'est quand même intéressant. En fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au droit du sport, je voyais que c'était pas juste le droit du sport, on parlait aussi de droit du sport et du divertissement. Je comprends que de plus en plus, je comprends à quel point il y a une similarité entre les deux parce que le divertissement, ben, en fait, tu vas aller au cinéma, tu écoutes un film, tu écoutes la télé, tu écoutes des téléréalités. T'écoutes le sport, c'est pas la même chose parce que c'est pas j'allais dire c'est pas stagé, mais des fois c'est l'est. Je trouvais ça vraiment intéressant dans le fond de réaliser à quel point le sport c'est de créer du contenu en continu et c'est des histoires qui vont toujours être différentes. C'est aussi souvent des nouvelles personnes qui à un certain point ça change parce que ça vient en vague. Là. Les athlètes, à un moment donné, prennent leur retraite. C'est des nouvelles personnes, c'est des nouveaux prodiges, c'est des nouvelles personnes qu'on connaît. C'est quoi, toi, le lien que tu fais entre les deux, entre l'espèce de... Ça reste que c'est du sport, donc c'est différent du entertainment, mais comment tu vois le lien entre les deux et les différences? C'est une bonne question. Bon, en fait, je crois de plus en plus, j'en parlais avec Patrice il y a pas longtemps, de plus en plus, je pense que le sport devient du entertainment parce qu'il y a tellement d'argent. En fait, on en parlait dans notre appel, c'est que selon moi, là, ce que je vois dans le marché un peu, c'est pas l'opinion de personnes à m'accompagner, mais moi, je vois beaucoup que le sport, justement, quand tu vois les Netflix et les ESPN et tout, qui veulent acheter le prix qu'ils sont prêts à payer pour acheter des droits médiatiques pour un événement sportif ou le prix d'une franchise de NFL, par exemple, c'est débile, là, combien c'est, à quel point à quel point ils font des ventes maintenant, ou le prix de vente, je veux dire, et puis, en fait, ce que ça dit, ce que je pense que le marché dit, c'est que quand tu parles de live content, ça existe presque plus avec tout ce qui est sur Netflix et puis Prime et tout est accessible tout le temps. Donc, vraiment, le sport, c'est la seule chose qui reste live et qui garde un public captif dans un sens. Et donc, grâce à ça, on peut aller chercher tu sais, on peut aller chercher des grands sponsors, des grands advertisers, comme ça devient de plus en plus du entertainment. Alors, tu veux les gens qui restent pour écouter toute ta partie de hockey ou de football ou de soccer parce que c'est comme ça que tu fais ton revenu. C'est une grande source de revenus. Donc. Puis ensuite, aussi, quand on voit les Netflix qui s'impliquent dans les behind the scenes, alors le Drive to Survive, il y a la même chose avec le golf, il y a la même chose avec le tennis. Je crois que je sais pas s'il y en a d'autres sports aussi, mais... On avait vu le cyclisme avec le Tour de France. Moi, c'est ça vraiment qui m'avait le plus touchée. Là. Puis, je t'avouerais que je pense qu'il n'y a pas une émission que j'ai pas regardée que j'avais pas les larmes aux yeux. Du coup, on en reparlera. Mais comme moi, ce que j'aime justement avec ces émissions-là, c'est l'émotion que ça crée chez les gens. Puis, je pense que c'est moi, je suis une ancienne athlète, fait que la raison pour laquelle ça venait autant me toucher, c'est parce que facilement, je faisais le lien avec moi, mes propres expériences, puis ça me rendait nostalgique, puis j'étais capable de comprendre comment ils se sentaient. Tu sais, quand on avait la vue là, d'un cycliste qui montait une côte, puis tu pouvais voir sur son visage exactement qu'est-ce qu'il ressentait à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'émotions que je pouvais ressentir à l'intérieur. Mais en parlant avec mes proches, j'ai réalisé que je pense que c'est quelque chose qui a été partagé avec beaucoup de personnes. Non seulement c'est beau à voir parce que là, tu as vraiment un close-up là, sur leur vie, mais tu vois aussi le behind the scenes. Chose qu'on n'est pas habitué de voir normalement quand on regarde, par exemple, les Olympiques. Oui, des fois, il va y avoir des portraits sur des athlètes, puis on va comprendre que Maud Charon, qui elle s'entraînait dans le garage de son père à Rimouski, puis là, comment, oui, que c'est super impressionnant qu'elle se soit rendue là. Sauf que là, on voit les meilleurs au monde, puis on voit tout leur cheminement pour arriver jusque-là. Puis je pense que ça, c'est quand même relativement nouveau, justement, avec ces émissions-là sur Netflix. J'imagine que ça allait créer, comme tu dis, une nouvelle forme de divertissement, mais aussi on est allé chercher un public qu'on n'avait peut-être pas avant. 100%. Justement parce qu'eux, peut-être qu'ils connaissaient juste les Olympiques qui passent à la télé. Ah, ok, ben je vais le regarder. Alors que là, on a un petit peu plus d'engouement, je pense, par rapport à ça. 100%. Mais on le voit tout de suite avec Drive to Survive et la Formule 1. En fait, aux États-Unis, ça se traduit directement, ben pas directement, mais on voit la Formule 1, c'est pas à m'accompagner, mais comme on voit publiquement, c'est
il y a beaucoup plus de ventes de billets. Les gens sont comme il y a des F1 parties partout maintenant, alors que personne regardait ça avant. Donc les gens, comme tu dis, comme t'as pas besoin d'être un athlète pour te sentir, pour avoir un lien maintenant, parce que tu grandis un peu avec eux. Alors il y a le drame, il y a les obstacles. Là, tout le monde a un courseur préféré, un conducteur préféré et tout. Donc c'est une extrêmement bonne façon de construire une sorte de loyauté avec des fans. Et puis ça se traduit en vente de marchandises, en vente de tickets. Et moi, je vais payer pour pour mon abonnement pour ESPN parce que je veux voir la F1 chaque dimanche. Nous, par exemple, avec la UFC, pas que je veux me vanter, mais on avait un behind the scenes à Mont Drive to Survive. Ça s'appelle The Ultimate Fighter. Et puis tu suis justement là des gens qui veulent éventuellement compétitionner pour la UFC. Et puis ça a été une très importante façon de comment on a grandi le sport. Puis comme la UFC aussi, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était illégal dans plusieurs États, dans plusieurs pays en fait. Donc la croissance du sport comme tel est immense. C'est flagrant comment juste la valeur de l'entreprise le reflète aussi, mais comment c'est parti d'une petite compagnie à maintenant quelque chose qui est immense, qui est dans tous les pays au monde presque. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Et puis, une des grandes parties de ça, c'est la base. La base est très loyale. Puis, c'est une des choses, c'est justement le behind the scenes. C'est la connexion que les gens ont avec un athlète ou la compagnie même comme telle. Ceci étant dit, moi, je peux pas m'empêcher de penser au fait que ces émissions-là sur Netflix, c'est des sports professionnels, donc tennis, F1, cyclisme. Je fais aussi le lien avec, par exemple, le hockey. Le hockey, la raison pour laquelle je pense que les gens aiment ça regarder ça, c'est parce que c'est en continu. Tu sais, t'as des matchs à chaque semaine, puis c'est à longueur d'année. Versus les sports amateurs qu'on voit par exemple seulement une fois par 4 ans aux Olympiques, ben, peut-être qu'on a un petit peu moins d'attachement aux athlètes parce qu'on les connaît moins. On voit moins c'est quoi leur parcours, on voit leur performance, mais sans plus. Fait que je pense que pour revenir à l'émotion, ça joue énormément sur l'impact que ça va avoir sur l'intérêt puis sur les ventes par après. Puis après ça, j'ai le goût de dire sur le budget qu'on donne dans le sport. Est-ce que j'ai plein de questions, là, mais on va commencer par juste le fait de donner encore plus de spotlight sur ces sports professionnels-là. J'imagine qu'il y a une certaine réflexion de dire ben, c'est parce qu'on sait que ça va amener du profit. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être laisser la place un petit peu plus aux sports niches, genre la natation? Objectivement. Objectivement. Okay. Mais je veux pas. Selon moi, c'est plate à dire, mais il faut qu'il y ait de l'argent au bout du tunnel pour que tu investisses dans la production d'une émission et tout. Donc, je pense qu'il y a un marché. Si tu peux le pitcher, ça peut arriver. Mais moi, je pense de plus en plus, ça s'en va vers là. On voit beaucoup aux États-Unis avec les athlètes collégiaux. Maintenant, ils sont plus. Avec la décision récente là, de la Cour suprême, ils sont plus considérés. Leur statut d'amateur, tu vois, ça a été challengé. Puis maintenant, ils peuvent avoir des revenus pour leur image, leur likeness et puis tout. Donc, et puis là, il y a un changement, il y a un grand shift là, maintenant dans les sports collégiaux vers ça, vers la monétisation du sport comme tel avant que tu sois techniquement professionnel. Et puis maintenant, même en natation, je sais pas, en fait, tu pourrais me le dire, mais il y a d'autres sports qui sont amateurs ou qui sont pas professionnels ou ni même collégiaux nécessairement, ou ils peuvent l'être aussi. Mais maintenant, grâce à ça, c'est qu'un athlète, avant qu'il arrive au statut de professionnel, peut monétiser ses accomplissements et son image surtout. Donc avec, tu vois, Instagram et TikTok et tout, tu vois des athlètes qui sont vraiment en train de construire leur brand. Et puis maintenant, il y a des athlètes justement qui sont pas dans une ligue, mais qui font énormément d'argent juste avec ça, tu vois, parce que si t'as pas besoin d'être de championne, toi t'es allé aux Olympiques, t'es le top de ton sport, mais on voit maintenant qu'il y a des athlètes qui sont pas du tout, qui sont bons, mais pas nécessairement au top de leur sport, et qui font énormément de revenus grâce justement qu'ils ont des gens qui ont beaucoup de followers, là, finalement. C'est quoi, ça rejoint un peu le sport et le entertainment aussi. Là. Ça s'en va, je crois, de plus en plus. C'est un peu eux-mêmes qui créent leur contenu, faute d'avoir une plateforme où ils peuvent le faire à travers une émission, par exemple. Mais au moins, c'est un bon début, puis c'est une belle façon de trouver une solution alternative en attendant. En attendant. Mais toi, tu pourrais commencer ça. Je commence mon pitch demain matin. Tu connais des gens en sport, c'est bien. Patrice, il va nous aider là-dedans.
Mais non, mais l'autre question, je pense qu'il y a une évidence, là, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question dans la salle, c'est avec tout l'argent qu'on fait comme ça, puis pour revenir, quand on parlait de le lien qu'on peut faire entre l'entertainment puis le sport, tu sais, un acteur hollywoodien va se faire énormément d'argent à cause des profits que ça ramène, juste du fait, tu sais, d'être sur le box-office. Est-ce que tu as le même retour vers les athlètes pour ce qui est du sportainment? Ben, je peux. Des athlètes professionnels ou des athlètes en En général? fait, là, je parle, que ce soit professionnel ou amateur, je parle simplement du fait que, tu sais, maintenant, on, on a ces émissions-là sur Netflix, ça crée Ouais. du hype, ça fait en sorte qu'on vend plus de billets. Ok, peut-être qu'eux, ils n'auront pas une cote sur la vente de billets, mais tu sais, juste, moi, je me pose la question, prenons l'émission sur Netflix, est-ce que les cyclistes ont reçu de l'argent du documentaire? Tu sais, Ah, ça, je sais vraiment pas. Je ouais. peux Ben, en pas. fait, C'est je quoi me la posais question? juste la question à savoir si les athlètes pourraient recevoir un certain montant de ça, du fait que justement, ça crée quand même beaucoup d'engouement puis beaucoup d'argent, là, quand même. C'est clair. Ouais, je sais pas, en fait, les modalités. C'est une bonne question. En fait, mais je crois, comment je le vois, c'est que tout le monde, les athlètes en bénéficient beaucoup. Plus t'es populaire, plus t'es sur une plateforme qui atteint beaucoup de gens, plus ton brand est augmenté. Donc, à ce moment-là, tu as plus de pouvoir pour négocier un contrat avec, Mhm. si t'es avec, ben, je sais pas, là, avec la personne qui t'emploie, avec ton équipe ou avec un sponsor, tu vois, comme un Nike va payer plus si toi, t'es connu au-delà du Québec et du Canada, en Chine ou en Espagne ou peu importe. Là. Des émissions comme ça aident Mhm. beaucoup aux athlètes de construire là, justement leur plateforme, de leur donner une plateforme en fait. Puis juste parce que tu as parlé des Netflix avec les acteurs hollywoodiens, tu vois, à Hollywood, l'entertainment, les acteurs, les écrivains et tout, c'est des unions. Et puis, alors, il y a beaucoup de. Quand ils négocient avec les studios, il y a beaucoup de choses qui sont protégées parce qu'ils font partie de l'union. Et les sports professionnels aux États-Unis aussi, la plupart sont des unions aussi. Donc, on voit ça aussi. Par exemple, à NFL, ils ont des jeux vidéo et tout, où ils vendent beaucoup de. Je sais pas, ok, je veux pas parler pour la NFL non plus, mais il y a des façons où les athlètes, ils reçoivent des redevances d'une façon qui est déterminée dans leur convention collective, Mhm. souvent. Mhm. Mais dans le fond, ça serait des effets plus indirects par la bande du fait qu'il y a un certain engouement. Et moi, en fait, maintenant que j'en parle, je fais simplement le lien juste avec les Olympiques, puis du fait qu'on a eu beaucoup de succès en 2016 à Rio, l'équipe de natation, puis ça a juste fait en sorte que on a vendu, pas on a vendu, mais il y a eu plus d'inscriptions dans les clubs de natation partout au Québec, mais aussi partout au Canada. Puis moi, juste ça, je me suis dit, ben, tu sais, c'est un effet positif sur la communauté en général dans le monde du sport, mais aussi, tu sais, bon, la natation, les gens, tu sais, apprennent à nager, ça peut prévenir les noyades à la limite, là, tu sais, moi, j'ai vraiment vu ça comme quelque chose de super positif, d'intéressant, juste de voir que ce que tu fais aux Olympiques, après ça, ça a un impact sur toute la communauté. Euh, Puis, parlant de communauté, parlant de culture, est-ce que tu remarques que le fait de faire, par exemple, un événement dans une ville X, comme par exemple les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Montréal en 1976 ou là à Paris en 2004, c'est quoi l'impact après ça sur la ville? Est-ce que tu es au courant un petit peu de le hype que ça a, puis des effets que ça a par la suite? Je suis pas vraiment au courant. Je pense que on voit beaucoup de différentes opinions. Là, comme il y a beaucoup de Parisiens qui sont pas très contents, je pense, que les Olympiques s'en viennent. Mais je crois en général, les villes. Ça, je sais pas, là, c'est basé sur des articles que je lis, tout ça, mais il y a beaucoup de villes qui veulent les Olympiques, les veulent chez eux parce que ça donne aussi une plateforme à la ville de se faire connaître à travers le monde. Ça permet d'avoir une énorme source d'investissement, que ça soit ben, avec les droits que tu vas vendre les droits des Olympiques, ils ont des arrangements avec le IOC et tout. Donc, ça te permet de construire plein d'infrastructures nouvelles. Comme on parlait tantôt là, du stade olympique. S'il y avait eu une autre Olympique, ils auraient tout rénové de manière pour ça, justement. Donc, ça bénéficie la ville après coup, ça bénéficie les athlètes. Je pense qu'à la longue, tu vois, si ton but, toi, comme pays, c'est pas le but de tous les pays non plus, mais d'augmenter ton programme et de développer tes athlètes, c'est une bonne façon de le faire aussi. Donc, je pense qu'après 76, ben, en fait, toi, tu le dois savoir plus que moi s'il y a eu un impact avec
le sport amateur au Québec ou au Canada? Difficile à dire parce que je t'ai pas encore T'étais vue. pas là? Mais Je fais peut-être avec Vancouver, là, parce que ça, je pense qu'il y ouais, avait eu un grand focus sur développer le programme d'athlètes au je pense que Canada. oui. Puis, tu sais, nécessairement, le fait qu'il y ait des grands jeux qui se passent comme ça dans une ville, moi, je pense que ce que ça fait comme effet, c'est que ça va chercher des gens qui étaient peut-être pas intéressés à ça. Puis là, ils créent une nouvelle passion, un nouvel intérêt qui, après ça, va se concrétiser pour la suite. Puis, euh, en tout cas, probablement d'autres choses aussi, mais je trouve ça intéressant. Puis, parlant des Olympiques, là, il y a les Olympiques de Paris qui approchent dans très peu de temps. Est-ce que tu vas avoir un rôle à jouer aux Olympiques? C'est quoi le rôle de Endeavour? J'imagine que c'est beaucoup, mais si tu peux me le présumer. Ouais, donc une de nos filiales qui s'appelle On Location a décroché le contrat avec le Comité international olympique pour les 3 prochains Olympiques pour être le fournisseur exclusif de hospitality. Je sais pas c'est quoi le mot en français, là, je l'ai googlé tantôt, puis ça se traduit pas très bien. Mais puis en fait, c'est que on a les droits exclusifs de vendre un package pour les Olympiques, soit une expérience VIP ou n'importe quoi un peu qui est billet plus, donc billet et vol, billet et hôtel, billet comme un accès au salon sur la place du Trocadéro pour voir les cérémonies d'ouverture ou quelque chose. C'est tout sur notre site web, là, On Location Experience. Si vous voulez voir, il y a des billets encore en vente si vous êtes intéressé. Mais donc, ça, c'est un de nos grands un sur quoi je travaille beaucoup en fait là, avec les Olympiques à Paris. Puis là, on se prépare justement à ce que plus on se rapproche des Jeux, plus il risque d'avoir des problèmes. Oui, j'imagine. Est-ce que tu vas être là en personne à Paris? J'espère une partie. Ok, à suivre. À suivre. Moi, ma question, en tout cas, c'était parce que tu as commencé l'entrevue en disant que pour toi, New York, c'était le center of the world. Et tu es allé faire quelque chose de très spécifique en lien avec le sportainment. Est-ce que selon toi, il y a quelque chose qui manque au Québec pour faire propulser le sportainment? Et si oui, ça serait quoi? Wow, c'est une bonne question. Il va falloir que j'y pense, mais je crois qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup Puis, de. je vais te laisser y penser, puis je vais continuer ma question pendant ce temps-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont intéressées par le droit du sport, puis je pense que c'est quelque chose qui est encore, premièrement, peu connu. Il y a peu de gens qui le font. C'est des fois difficile à circonscrire. Je le disais un petit peu en début d'entrevue, on parle de droit du sport, mais ça inclut vraiment beaucoup de choses. Des fois, ça peut devenir un peu confus là, de savoir, c'est comme, OK, je suis intéressée par le droit du sport, mais quoi exactement? Où est-ce que je commence? Donc, puis là, tu as l'exemple que tu nous parles aujourd'hui de Endeavour à New York, où est-ce que tu as vraiment un marché qui se prête parfaitement, que c'est vraiment facile de dire, ben là, je m'embarque là-dedans, puis j'apprends, puis c'est intéressant, puis il y a du mouvement. Donc, si on revient au Québec, je ne veux pas que tu me fasses du droit comparé entre le Québec et New York, mais je ne sais pas si, ayant pratiqué dans les deux pays, au Québec, au Canada puis aux États-Unis, mais spécifiquement Québec versus New York, est-ce que tu es capable de dire c'est quoi les différences entre les deux? Ben, c'est sûr qu'il y a plus d'opportunités à New York juste parce que le marché est plus grand, mais d'après moi, le Québec ou Montréal ou le Canada, il y a plein d'opportunités ici aussi. Tu vois. Moi, j'adorerais ça qu'il y ait un plus grand marché ici. New York, ouais, c'est le sentiment, mais Montréal, il n'y a pas grand-chose qui est mieux que Montréal. Là. Franchement, moi, je reviens à chaque occasion que je peux. Et puis, s'il y avait le même marché, tu vois, moi, je rentrerais peut-être à Montréal demain. Là. Donc, je pense que ça prend des gens comme nous, comme toi, comme vous ici, à continuer à développer le marché, à chercher des opportunités. Patrice, je sais il fait sa part. Il comme un des seuls, je pense, au Québec, à quel point il œuvre dans le droit du sport, mais ça existe. Je pense qu'il faut juste continuer de le faire. Puis, comme je dis, comme je vois les tendances plus sport et entertainment, les divertissements qui se rassemblent, ça donne plus d'argent, ça donne plus d'opportunités. Donc, et après ça, il faut juste s'adapter, toi, en tant qu'avocat, de voir où les tendances s'en vont et puis de s'adapter. Fait que peut-être maintenant, c'est le AI, on voit beaucoup d'avancement là-dedans. Donc, peut-être ça aussi, ça va devenir, c'est très impliqué avec les gens dans le côté divertissement, mais sûrement de plus en plus dans les sports. Donc,
peut-être que c'est ça l'angle qu'on approche pour développer sa pratique en droit du sport. Puis ça rejoint un peu ta question, c'est quoi le droit du sport? Et puis, c'est très vaste, comme tu dis. Là, je parle de AI, fait que clairement, c'est vaste. Mais ce que je veux dire, et puis j'en parlais à Patrice tantôt aussi, c'est que pour moi, le droit du sport, en fait, c'est du droit commercial. C'est n'importe quel type de droit, mais dans l'industrie du sport. Donc, moi, je suis un avocate commercial, mais j'ai la chance de travailler beaucoup dans la même industrie. Donc, tu sais, les contrats vont d'une certaine façon, les litiges vont d'une certaine façon, mais à la limite, je suis juste une avocate en droit commercial. Donc, et puis, on fait plein de différents types de droits, que ce soit du IP, du antitrust, du labor, comme j'en vois à chaque jour, c'est un peu différent, tu vois. Donc, c'est ça, c'est l'important, je pense, c'est de s'adapter, de voir les tendances s'en vont, puis de développer nos connaissances pour que quand les tendances sont là, on peut avoir, on a le travail, là, je sais pas. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu proposé et que vous souhaitez être tenu à jour de la diffusion de nos prochains podcasts. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles ou cliquer sur le pouce levé sur YouTube. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Spotify et YouTube. À la prochaine!